Bonjour chers auditeurs et amis de la Normandie, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. Aujourd'hui, faisons la connaissance d'une femme, et pas n'importe laquelle, Madeleine de Ries. Madeleine de Ries, c'est une pionnière de la place des femmes dans l'enseignement supérieur français, mais surtout à jamais, la première à avoir obtenu un doctorat ES Lettres en histoire. Pour cet épisode, et je tiens à l'en remercier, j'ai pu travailler aux côtés d'Yves Marion, le biographe de notre personnage, qui a publié en 2017 un ouvrage aux presses universitaires de Caen, je cite, Madeleine de Ries, 1895-1924, première docteur S Histoire. Alors, comment cette native de la Manche, précisément de Saint-Lô, est parvenue à devenir une égérie dans son domaine, mais surtout à repousser le champ des possibles pour les femmes dans l'enseignement supérieur? Je vous propose de découvrir sa destinée exceptionnelle à travers cet épisode. Madeleine de Ries est née le 9 avril 1895 à Saint-Lô, dans le beau département de la Manche, précisément dans la villa de ses grands-parents, située au lieu-dit Les Paliers, qui existe toujours aujourd'hui, dont vous pouvez toujours observer les murs en vous y rendant. Son père, Léon de Ries, angevin d'origine, universitaire agrégé de philosophie, fut inspecteur d'académie de la Manche de 1892 à 1923. Il a, de son vivant, épousé une certaine Constance Simon en 1894, native de la Manche, une Normande donc, fille surtout d'Adolphe Simon, calvadosien, juge au tribunal de Saint-Lô, écrivain, poète, bref, une personnalité locale. Et, cher auditeur, avec le pédigré des deux personnalités présentées, son père, Léon de Ries, et son grand-père maternel, Adolphe Simon, eh bien que Madeleine a tout simplement grandi dans un foyer intellectuel, en étant sans cesse nourrie par la culture générale omniprésente dans la famille. Mais plus que cela, durant son enfance, elle a également côtoyé, ce qui a sans doute été d'une aide précieuse dans sa destinée, la bourgeoisie intellectuelle du pays de Saint-Lô. Elle a été très jeune, continuellement stimulée par le savoir, la connaissance, et tout ceci lui a permis d'effectuer avec brio d'excellentes études à l'école primaire publique des filles de Saint-Lô, qui était dirigée alors, à ce moment-là, par mademoiselle Hébert. Mais de son vivant, il n'existait pas de collège pour jeunes filles. Il y a eu quelques institutions en Normandie, dans la Manche. Je peux vous citer un établissement à Coutances, mais Saint-Lô, Coutances, plus qu'aujourd'hui, ça représente une trotte, comme on dit en Normandie, et cela n'aurait pas proposé des conditions confortables d'études pour Madeleine. Et donc, son père, Léon, a tout simplement décidé d'assumer sa responsabilité de pater pour prendre en charge l'instruction de sa fille. Et avec le curriculum vitae, le CV de son père qui vient de vous être présenté, je vous pose la question, qui de mieux que son père pour pouvoir prendre en charge l'éducation de sa fille, continuer à développer ses connaissances, mais surtout assouvir la soif d'apprendre de Madeleine? Je vous laisse y répondre. Quoi qu'il en soit, l'éducation s'est bien déroulée, Madeleine a pu renforcer ses connaissances, son élévation intellectuelle, au point même que son père, dans la 20e année de vie de sa fille, a consenti à ce qu'elle puisse se porter candidate au baccalauréat à Caen. Et je tiens à préciser, et je remercie Yves Marion pour ces informations précieuses, eh bien que le baccalauréat de cette époque ne ressemble en rien à celui que les milliers de lycéens obtiennent chaque année de nos jours. Déjà, il n'y avait que très peu de candidats, puisque peu de personnes avaient les moyens et surtout l'instruction nécessaire pour y prétendre. Ce qui fait que les épreuves étaient organisées non pas sur plusieurs journées, mais sur une seule. Les volontaires étaient invités par les professeurs d'université membres du jury, par l'intermédiaire d'une annonce dans le journal, à se présenter à tel endroit, tel jour, telle heure, afin de remplir une feuille d'émargement et pouvoir établir l'ordre de passage des épreuves pour chacun des candidats. Et là, pour Madeleine, le jour J,
Premier écueil. Il y a eu beaucoup, on l'imagine, de moyens de déconcentration, puisque une femme qui s'est portée candidate à ce moment-là au baccalauréat, il n'y en a pas eu beaucoup. Et cela s'est très vite manifesté pour elle dans son processus, puisque dès le moment où elle s'est retrouvée devant la feuille d'émargement, il n'y avait pas de sexe féminin, il n'y avait pas de mademoiselle, il n'y avait que des messieurs. Pour entrer le nom de monsieur Adolphe Thiers, monsieur Georges Pompidou, par exemple, je cite n'importe quelle personnalité historique pour vous faire comprendre qu'il n'y avait pas de possibilité pour une femme de pouvoir se présenter. Ce fut une première source de déconcentration, on imagine, mais Madeleine en a fait fi, a barré le monsieur pour remplacer par mademoiselle et remplir ainsi mademoiselle Madeleine de Ris. Elle put, dès le moment donc, passer les épreuves, et on imagine la scène inédite, d'une part pour Madeleine de se retrouver face au jury, défendre son bout de pain avec brio, il faut bien le noter, mais à l'inverse, d'être à la place des membres du jury, de voir une jeune femme défendre sa candidature alors qu'elle était sans doute la seule. Ce fut une expérience inédite mais tant bien que mal réussie puisque Madeleine de Ris, à l'issue des épreuves, a obtenu son baccalauréat à 20 ans en 1916 avec la mention bien qui plus est. L'histoire a donc commencé à s'écrire. Dès lors, bien que les femmes ne pouvaient que difficilement participer aux épreuves du baccalauréat et même d'entrevoir une carrière universitaire, Madeleine a persisté dans son choix d'embrasser une carrière dans ce secteur-là et de repousser ainsi le champ des possibles pour les femmes en aspirant à obtenir une licence. Toutefois, il est à souligner que la santé de Madeleine fut fragile durant toute sa vie et a continuellement représenté un véritable frein dans son ascension académique. C'est ainsi que, à l'issue de son baccalauréat, Madeleine est tombée malade. Elle fut contrainte de se rendre à Paris pour y recevoir les soins nécessaires et y trouver le repos dont elle avait besoin. Cette épreuve, elle fut éreintante pour Madeleine qui, contrainte par les limites de son corps, s'est trouvée là, éloignée de sa Normandie natale, freinée dans son accomplissement, mais put trouver dans la difficulté le salut, sa destinée, pouvoir être sûre de ce qu'elle souhaitait réellement faire, embrasser une carrière estudiantine. Elle prit conscience à ce moment-là de ce à quoi elle voulait consacrer sa vie dans une lettre à ses parents que je vous lis avec plaisir. La vie intellectuelle fait partie de moi-même, je ne peux plus m'en passer. Odysseus, un titre du compositeur Whitebite, en français La Chauve-souris Blanche, à retrouver sur YouTube et toutes vos plateformes d'écoute. On retrouve donc notre Normande avec une santé recouvrée, très bonne nouvelle, de retour dans notre province, excellente réjouissance, où elle prit ses quartiers au sein du foyer de l'Oasis, situé au 32 rue de l'Oratoire à Caen, un établissement réservé aux jeunes filles, puis rue Basse, une rue dans laquelle elle a emménagé pour poursuivre ses études tout en vivant intensément, bien malgré elle et des millions de Français, la Grande Guerre de 14-18. Durant cette parenthèse tragique de l'histoire humaine, Madeleine s'est mobilisée en parallèle en tant que femme de France, c'est-à-dire en étant infirmière. C'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'elle a rencontré son premier mari, un certain Jean Dupuis, un soldat mobilisé, issu de l'Aisne, le département, agriculteur de profession, ayant souffert de l'appendicite à Vittel, qui a été rapatrié en Normandie
à Saint-Lô pour son repos. Et c'est à ce moment-là que les deux jeunes gens se sont rencontrés. Le mariage a eu lieu en 1918, dès la fin du conflit. Il y a eu une tentative de fonder une famille, donc Madeleine s'est retrouvée enceinte pour finalement, malheureusement, accoucher d'un enfant mort-né en 1920. Un funeste dénouement pour un mariage qui, il faut bien l'avouer, ne fera pas long feu puisque 2 ans plus tard, donc en 1922, Madeleine a tout bonnement décidé, sans se soucier des bonnes mœurs de l'époque, de demander le divorce, mais plus encore de casser le mariage religieusement. Un fait rarissime pour l'époque en France, et je tiens pour cela à m'attarder quelques instants sur cet épisode pour qu'on puisse comprendre. Il y a eu plusieurs causes qui ont conduit le couple à se séparer et à ce que de telles décisions soient entreprises. Une nouvelle fois, Yves Marion nous éclaire très bien là-dessus dans son ouvrage. La première est que Monsieur Dupuis, Jean Dupuis, a porté son cœur vers une autre femme et s'en est allé tout simplement vivre dans le département de l'Aisne, son département d'origine. Et Madeleine, avec une verve que l'on peut ressentir, têtue comme elle a pu être, est montée jusqu'au département de l'Aisne, accompagnée d'un notaire pour constater tout simplement que le mari n'a pas respecté les engagements du mariage en refusant d'ouvrir la porte à sa femme, lui qui était avec sa maîtresse en quelque sorte. Première cause. Mais la deuxième et la plus importante, une hypothèse qu'élève Yves Marion dans son ouvrage, celle du refus par Jean Dupuis, son mari, d'autoriser Madeleine à suivre des études supérieures. Une décision, faut bien comprendre, qui a été contraire à la promesse que le mari avait alors faite au père au moment du mariage. Son père, en effet, a toujours voulu que sa fille ait la liberté de choisir sa propre destinée et avait demandé à ce que le mari tienne promesse de ne jamais barrer la route de sa femme. Or, là, cela n'aurait pas été respecté et donc ce serait tout bonnement la principale raison ayant conduit à casser le mariage et même plus, encore un fait inédit, de placer l'évêché de Coutances dans les prédispositions idéales pour accepter un remariage et ceci, s'il vous plaît, avec la bénédiction nuptiale. Alors, beaucoup de mots compliqués, de situations complexes. Qu'est-ce que la bénédiction nuptiale ? Eh bien, en somme, c'est le fait de pouvoir recevoir une prière spéciale prononcée par le célébrant lors du mariage religieux pour demander à Dieu de répandre sa grâce sur les nouveaux époux afin de les aider à vivre un amour fidèle, généreux, à être heureux et enfin d'accueillir avec joie les enfants qui naîtront de leur union. En clair, Madeleine est parvenue, par les circonstances malheureuses, à effacer le mariage, de pouvoir prétendre à un remariage avec la bénédiction de l'Église et plus encore de continuer son ascension dans sa carrière estudiantine. Mais là où Madeleine trouva la source de sa joie et donc de son enthousiasme, vous vous en doutez bien, cher auditeur, ce fut bel et bien dans le milieu universitaire. Oui, tandis qu'à cette époque, la majorité des femmes de son âge apprenaient à être servantes, religieuses, couturières ou encore souffleuses de perles, Madeleine de Ris a obtenu avec brio une licence de lettres classiques en série Histoire-Géographie en 2 années, lui permettant enfin de devenir une élève de la prestigieuse université de la Sorbonne. C'est une consécration inespérée à cette époque pour une femme, pour notre Normande, mais elle est entrée dans cette institution, une entrée fracassante d'une nouvelle femme, l'une des premières dans l'histoire au sein de cette institution. L'histoire a continué de s'écrire. C'est sans doute avec beaucoup d'émotion, en étant non pas moins intimidé, comme chaque nouvel étudiant d'ailleurs pénétrant pour la première fois en ces lieux, que notre Normande est arrivée au sein de la Sorbonne, en étant presque la seule jeune femme étudiante. Elle y a passé 3 années, au cours desquelles elle a dispensé des cours au sein de l'école primaire supérieure de Roubaix pour approfondir sa formation. Durant cette période, elle s'est illustrée par son intelligence, son opiniâtreté pour mériter comme les hommes ses diplômes. Elle a été placée sous l'aile d'une sommité de l'histoire de la Révolution française
Alphonse Hollard. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que durant son parcours estudiantin, elle a consenti à ne travailler non pas que sur une seule thèse, un travail déjà extrêmement lourd et laborieux pour tout étudiant, mais non, deux thèse en même temps, qui a rendu hommage d'ailleurs à la Normandie, à son département. Il y a eu la première thèse intitulée « L'école centrale du département de la Manche en 4 en 11 » et la seconde portant sur le district de Saint-Lô pendant la Révolution française 1787 en 4. Ces deux travaux ont été publiés chez Picard, imprimés à Saint-Lô et Madeleine de Ries, toujours étudiante, a également publié de nombreux articles d'une valeur reconnue, historique par ses pairs, à l'image du, je cite, « catéchisme universel de l'Empire ». C'est finalement le 21 mars 1923 que le grand jour fut venu pour notre Normande, celui de la soutenance de ces deux thèses au corps professoral. Ah, les soutenances, un rite universitaire qui a fait pâlir plus d'un étudiant dans l'histoire, une épreuve de vérité qui évalue le travail intellectuel des doctorants comme elle le fut. C'est un passage obligé pour tous les doctorants encore à ce jour. Il faut dire qu'à cette époque, surtout dans les prestigieuses universités de la capitale telles que la Sorbonne, que ces séances prenaient facilement l'aspect de véritables grandes cérémonies avec son aspect solennel, l'arrivée organisée des représentants de l'établissement, les accoutrements de circonstances, le tout devant un parterre de personnalités qui venaient en nombre assister à ce noble exercice de style. Ce jour-là, avec Madeleine, ils n'ont pas été plus de 50 doctorants à effectuer le grand saut. Il faut bien imaginer la scène, cher auditeur, du moment où notre jeune Normande s'est présentée dans la salle, de l'instant historique lorsque cette jeune femme au caractère bien affirmé, venue tout droit de la Manche, de la Normandie, a soutenu ses thèses, seule, en toge, devant le public, la presse du tout Paris, face aux importants amis de son père, des anciens préfets de la Manche, mais surtout en présence de charismatiques et renommés historiens comme Alphonse Hollard, le grand spécialiste, comme je l'ai dit, de la Révolution française, son tuteur, il y a eu Camille Bloch ou encore Charles Seinobos. Du courage, de l'aplomb et une croyance en son étoile presque spirituelle en sa destinée, il en a fallu pour elle à ce moment précis. Ce fut un événement unique à cette époque et Madeleine a participé alors à ouvrir la voie à des millions de femmes qui jusqu'à nos jours lui ont emboîté le pas. Sans fin, un titre de White Bat à retrouver sur vos plateformes d'écoute. Toujours un plaisir d'écouter de la Synthwave pour poursuivre ce podcast ensemble. Durant sa soutenance, Madeleine est parvenue à démontrer l'étendue de son talent intellectuel et de l'apport non négligeable de ses travaux à la réflexion collective. À n'en point douter, elle n'a sans doute pas pris conscience alors, dans le feu de l'action, plus que jamais ancrée dans l'instant présent, qu'elle était en train d'écrire l'histoire, de marquer son époque. Brillante étudiante, dotée d'une verve et d'une vie remarquée, d'un caractère bien trempé, elle obtint finalement son diplôme, le doctorat ES Lettres en Histoire en 1923, la première fois pour une femme que d'obtenir ce diplôme lié à la spécialité Histoire en France. Elle est, comme l'a écrit Yves Marion dans son ouvrage, la première femme à obtenir son doctorat en soutenant 2 thèses en Histoire alors que le doctorat d'Histoire n'existait même pas encore. Une grande avancée donc.
Véritable pionnière en vogue à Paris, elle fut, dès l'obtention de son doctorat, sollicitée de toutes parts par la presse nationale et étrangère. Tout le monde voulait approcher, voir, côtoyer cette icône en devenir qui, à elle seule, faisait bouger les règles universitaires de toute une nation, à une époque où l'acquisition du savoir animait les esprits bien plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, où les futilités nous paralysent. Bref, je ferme la parenthèse. Madeleine est devenue une personnalité publique qui s'apprêtait à embarquer avec elle des milliers de jeunes femmes. Oui, cher auditeur. Devenue docteur, elle s'est alors totalement, fait un peu surprenant, mais vous allez comprendre pourquoi, détournée de l'enseignement supérieur pour rédiger des articles dans la presse progressiste parisienne. Derrière ce choix se cache en réalité une ambition de profiter de sa notoriété pour conquérir l'opinion, à l'image d'une Simone de Beauvoir plus tard. C'est ainsi que dans les journaux Le Temps ou La Renaissance, elle a pu prendre position pour les femmes, travaillant aux Galeries Lafayette en soutenant les revendications d'installation d'une crèche, mais surtout de faire partie des intellectuels à militer pour l'ouverture d'un enseignement secondaire féminin et un alignement du baccalauréat sur celui des garçons dans le décret du 25 mars 1924 relatif à l'enseignement secondaire des filles qui a été signé par le ministre Léon Bérard. Au total, Madeleine aura écrit pas moins d'une vingtaine d'articles en à peine 7 mois. Elle a été très productive, il faut bien le souligner. Et en pleine ascension, cette même année-là de 1923, Cupidon est venu de nouveau frapper dans sa vie et a s'y ajouté une réjouissance à son existence. Elle fut éprise d'un amour sincère et passionné avec un certain Arthur Gendron, un contrôleur des impôts qui, après l'avoir demandé en mariage, est devenu son mari donc le 25 août 1923. On imagine alors les sourires entre les deux mariés devant l'hôtel de ville du 14e arrondissement de Paris, les échanges, des alliances et la joie des familles réunies pour cette heureuse célébration. Madeleine a profité de cet instant de grâce, s'éloigner des amphithéâtres et des salles de conférence. Elle, qui sur le départ pour un voyage de noces, savait que d'ici quelques semaines, elle pourrait enfin franchir une étape supplémentaire dans son inarrêtable ascension intellectuelle et sociale en intégrant l'école des hautes études. Mais, alors que l'ivresse du voyage de noces gagnait son esprit, l'état de santé s'est brusquement dégradé. Au cours du voyage, elle fut prise de faiblesses intenses qui n'ont cessé d'accroître au fur et à mesure que les jours passaient, contraignant les jeunes mariés à rentrer à la hâte à Paris pour consulter un médecin. À ce moment-là, après des examens poussés, le coup près est tombé. Le diabète. Ce fut une terrible nouvelle pour l'époque, puisque cette maladie se soignait alors très mal, et ce même si le prix Nobel fut décerné la même année à 2 médecins ayant découvert l'insuline. Mais la connaissance scientifique n'était alors qu'à ses prémices. Madeleine, malgré tout, a fait face avec panache à la maladie en recouvrant progressivement une petite santé grâce aux nouveaux traitements. Avec une forme toutefois fragile, la confiance en l'avenir a guidé Madeleine tout au long de cette période, au point même d'écrire un jour à sa famille un télégramme « ça va mieux ». Hélas, comme beaucoup l'ont sans doute craint à son époque, dans son entourage, et peut-être certains d'entre vous, chers auditeurs, notre Normande trépassa finalement, épuisée, à seulement 28 ans, par un mauvais alliage de l'insuline le 19 janvier 1924. Tout est allé très vite. À peine le temps pour Arthur Gendron, son mari, d'envoyer un télégramme au père. Madeleine, gravement malade, venir urgence, et au père de prendre la route du domicile que Madeleine avait déjà expulsé son dernier souffle. Il fut trop tard. Ses pères ont pleuré et déploré une perte énorme, moins d'1 an après son éclatante démonstration en soutenance. Jusqu'où serait allée notre Normande? Quel but l'habitait réellement? Nous ne saurons, hélas, jamais. Elle fut inhumée dans le caveau familial à Saint-Lô. 100 ans plus tard, Madeleine de Ris fait partie de ces fantômes illustres oubliés par l'histoire. Peu de monuments ou d'endroits permettant aujourd'hui, le temps d'un instant, le temps d'un regard posé sur un panneau de rue, de se souvenir de Madeleine. Vous pourrez tout de même, si la curiosité vous y pousse, descendre au sous-sol du pôle Humanité et Sciences sociales de l'Université de Caen, là où la bibliothèque historique porte son nom, l'unique hommage
rendu à Madeleine de Ris. À jamais, Madeleine fut la pionnière, et vous, chers auditeurs, vous en aurez désormais connaissance. Voilà, c'est la fin de l'épisode d'Histoire de Normand spécial Madeleine de Ris. On ne sait pas, c'est vrai, jusqu'où serait allée notre Normande si son espérance de vie eût été plus longue, mais telle une étoile filante qui en quelques secondes laisse derrière elle une traînée de poussière dorée, Madeleine a su laisser un héritage précieux pour des millions de Françaises en quelques années seulement, un chemin, un sillon à emprunter. Elle a montré la voie. Merci à Yves Marion d'avoir été à mes côtés dans la préparation de cet épisode. Merci, cher Yves, de votre confiance, de votre disponibilité et surtout de toutes ces informations que vous m'avez transmises pour relater au mieux et de manière la plus véridique qu'il soit la destinée exceptionnelle de Madeleine. Merci également à vous, chers auditeurs et amis de la Normandie. Vous êtes de plus en plus nombreux. Cela fait plaisir de le savoir. Merci de vos encouragements. Cela me donne de la force pour pouvoir continuer à développer la série Histoire de Normand. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour que nous soyons de plus en plus nombreux à relater des histoires incroyables des Normands oubliés ou méconnus. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.